Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans nos locaux. Merci de m'avoir invité. Je suis flatté et puis ému de me retrouver là. On est très content en tout cas de te recevoir pour parler un tout petit peu de ton parcours, mais surtout d'un rapport que tu as coécrit dans lequel tu parles un peu de ta vision de la relation entre la France et l'Afrique. Oui, beaucoup à dire. Oui, voilà, qui permet, en plus, dans le rapport dans lequel tu as parfois des positions qui sont un peu différentes, on va dire, de celles que le gouvernement actuel, par exemple, a. Donc, ça va être intéressant de t'écouter sur certains sujets. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter? Alors, moi, je suis Bruno Fouque, j'ai 64 ans, je suis député de Mulhouse. Je suis aussi également délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est aussi beaucoup pour ça que j'ai un regard sur l'Afrique et je me déplace beaucoup en Afrique notamment, parce que c'est là que se retrouvent les principaux francophones, même s'il ne faut pas oublier les autres. Puis avant, j'ai été journaliste de télévision, TF1, France 2, la 5e. J'étais entrepreneur, donc avec la vision de journaliste que tu connais bien, on regarde le monde, on l'analyse, on a une vision du monde et quand on est entrepreneur, on met en forme, on crée de la valeur, on a des résultats. Voilà, et donc député, c'est les deux, c'est avoir une vision du monde et être capable de mettre en œuvre des politiques publiques. Voilà, un bon député. La première question du coup que je vais te poser, Bruno, c'est pourquoi cet intérêt pour l'Afrique? Parce que c'est quand même quelque chose qui finalement t'intéresse particulièrement, on dirait. Je sais pas. Honnêtement, je vais être complètement franc. Je sais pas. C'est instinctif. C'est-à-dire quand je vais dans un bar, s'il y a un Africain, voilà, il est pour moi. Voilà, on se parle tout de suite, on se touche, on discute. Voilà, c'est instinctif. Voilà, il y a pas de raison. Je me suis pas dit un matin, tiens non. Naturellement, quand je me balade, je suis attiré visiblement et réciproquement, en tout cas par cette façon d'être plus sensitive, plus spontanée peut-être, etc. Donc voilà, c'est ma réponse. J'ai pas de réponse rationnelle. C'est une réponse qui est purement instinctive, intuitive et qui est venue en marchant, quoi. En tout cas, je tenais à le préciser d'entrée, c'est que tu as un vrai rapport, un minima d'affect avec ce continent et que ça ne date pas juste de ta fonction actuelle. Oui, c'est vrai. On va attaquer le sujet, on va être droit dans le but. En plus, tu étais anciennement journaliste, donc il n'y a pas de concession ou quoi que ce soit. La première question, Bruno, tu as quand même coécrit un rapport de plus de 170 pages. Il y a tant que ça à dire sur la relation entre la France et l'Afrique? Non, on aurait pu faire 500 pages. C'est-à-dire que j'ai abordé tous les grands sujets. On n'a pas traité à fond les sujets, parce qu'en réalité, la relation avec les citoyens africains, avec les gouvernements africains, elle doit être prise dans sa globalité. Il n'y a pas une partie ou l'autre qu'il faut sortir. L'Afrique a tellement changé depuis 20 ans. La France, ou en tout cas une grande partie des Français qui ne vont pas beaucoup en Afrique, ont tellement peu vu changer l'Afrique depuis 20 ans qu'ils ont toujours l'impression de parler à des Africains il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Ils n'ont pas vu l'arrivée des Chinois, les Russes, les Turcs, le développement de la démographie. Ils n'ont pas vu l'entrepreneuriat. Il y a sans arrêt des gens qui créent des entreprises en Afrique. Et la vision qu'on a ici, il y a un peu la vision des médias, un peu une vision immigrationnelle, un peu une vision négative pour ça. Mais parce qu'on ne voit pas, enfin, les Français, les médias, pas les tiens, mais ne montrent pas la vraie richesse, la vraie dynamique, la vraie créativité qu'on trouve en Afrique. Ça n'empêche pas que, comme il y a une démographie qui est très très forte, c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à se nourrir et à vivre correctement. Mais globalement, c'est un pays c'est un continent, parce que c'est les Afriques, c'est pas, mais qui évolue extrêmement vite. Et des gens comme toi, j'imagine, sont la preuve que, et moi j'en rencontre beaucoup, en Côte d'Ivoire, en Afrique, au Gabon, enfin partout, plutôt l'Afrique francophone du fait de mes fonctions, il y a une très très grande énergie, quoi. Cette énergie-là, dès qu'on arrive quelque part, on la sent. Ce qu'on sent aussi en arrivant, c'est la bienveillance et la gentillesse. Et quand on est en France, c'est vrai que les gens ont des rapports sociaux souvent difficiles, quoi. Et quand vous arrivez au Maroc, la première chose qu'on dit, c'est comment ça va? Tout le monde. Vous allez bien, bienvenue, etc. Et c'est pas forcé, c'est naturel. Et c'est vrai dans tous les pays d'Afrique. Du coup, tu as quand même eu besoin d'écrire un rapport parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas bien.
En tout cas, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que la relation entre la France et plusieurs de ses anciennes colonies est au poids mort, pour ne citer que celle-là. D'autres en dents de scie. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'après toi aujourd'hui déjà, qu'est-ce qui ne marche plus ou qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, il y a plein de choses qui marchent bien. Oui. Tu as dit, quand on va au Nigeria, en Égypte, en Afrique du Sud, qui sont les 3 pays dans lesquels la France commerce le plus, paradoxalement. Ce n'est pas les pays des anciennes colonies ou francophones, c'est les pays anglophones. Bon, la relation, elle est normale. Un Français au Nigeria, il se comporte comme un Anglais, enfin, il est en concurrence, donc il a un comportement normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent très très bien. On a investi beaucoup d'actions qui sont faites. En Afrique francophone, il y a un quiproquo, à mon avis. C'est que nous, Français, vu du continent, quoi, on a l'impression qu'on est sorti de la France-Afrique, on est sorti de la colonisation. La plupart des gens, ils savent dire, la colonisation, c'est dépassé. Voilà. En Afrique, on l'a pas encore dépassé. On en souffre encore. Et donc, dès que les Français ont un comportement ou une action qui les renvoie, qui renvoie les Africains à la période coloniale ou post-coloniale ou France africaine, voilà, ça les renvoie dans cette position-là. Alors qu'un Français qui ne fait pas attention, pour lui, c'est dépassé. Donc, ce n'est pas malveillant, forcément. C'est qu'en fait, il y a des quiproquos liés au fait qu'on ne se connaît plus bien. Il y avait une très belle formule du roi du Maroc, Hassan II, quand on lui avait demandé dans une émission de télé, mais Majesté, qui doit faire le premier pas? Ce sont les Marocains ou ce sont les Français? Il dit, mais c'est vous. Nous, on vous connaît. On va dans vos écoles, on écoute vos médias, on vous voit toute la journée, on est chez vous. Vous ne nous connaissez pas. C'est à vous de faire l'effort pour nous connaître. Et je pense c'était il y a une vingtaine d'années. C'est encore pire aujourd'hui, quoi. On connaît encore moins. Il y avait, il y a 30 ans, 10 000 coopérants français qui opéraient pour la plupart en Afrique. Des professeurs, des techniciens agricoles, et ils vivaient avec les populations, avec tout le monde. Il y avait une complicité. Aujourd'hui, il y en a 600 en Afrique. Il y a moins de connaissances, il y a moins de Français présents en Afrique, et donc on connaît beaucoup moins l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui explique ce désengagement? Est-ce que c'est une volonté pour la France de finalement se tourner vers d'autres parties du monde, peut-être? Oui, c'est une forme de désengagement naturel, parce que le monde est en pleine compétition, et donc de l'Afrique francophone, on est allé au Nigeria, en Égypte, en Afrique du Sud, au Kenya, etc. Donc on a été voir d'autres univers aussi, ça c'est naturel, comme d'autres acteurs sont arrivés en Afrique. Et sur l'Afrique francophone, je pense que paradoxalement, effectivement, il y a eu la fermeture de ce ministère de la coopération dans la fin des années 90 qui justement avait été dissous ou fermé pour pas reproduire la France-Afrique et quitter cette période de la France-Afrique. Et ben aujourd'hui, on se retrouve avec une mauvaise connaissance, en tout cas une moins bonne connaissance de la façon dont l'Afrique a évolué. Il va falloir reprendre un peu ces éléments, mais aujourd'hui c'est plutôt un facteur naturel en tout cas qui amène ça. Et la complicité, quand j'emploie ce mot-là, il y a une affection, il y a une complicité entre des Africains francophones et un Français d'origine, j'allais dire. Enfin voilà, quelqu'un de blanc comme moi. Il y a une complicité. Mais tu dis qu'il y a une complicité, mais pendant la crise ukrainienne, on a entendu dans les médias plusieurs spécialistes nous expliquer qu'un Ukrainien était beaucoup plus proche d'un Français parce qu'il vit en Europe et donc il méritait d'être accueilli parce qu'il est en souffrance par rapport à un Malien, par exemple. Oui. Ça fait partie des choses qui ont heurté les gens en Afrique. Des choses qui heurtent, oui, bien sûr. Ça heurte. Quand vous avez à la préfecture de police de Paris une file spéciale pour les Ukrainiens et 3 heures d'attente pour les autres citoyens, la plupart africains, enfin souvent africains, ça heurte aussi. Et dans les universités, les inscriptions, les titres de séjour, et ça, oui, ça heurte. Mais c'est vrai qu'il y a une proximité géographique. On a souvent fonctionné comme ça dans le monde. Quand un conflit a lieu à côté de chez vous, je vais dans quelques jours en RDC. Il y a eu plus de 10 millions de personnes mortes ou déplacées, des souffrances énormes dans l'est
de la RDC. Vu d'ici, c'est vrai qu'on n'a pas conscience suffisamment de ce conflit. C'est vrai que ça fait un peu de poids, de mesure, mais c'est surtout lié à la proximité géographique, je pense. Tout à l'heure, tu as prononcé un mot qui va être très important dans le cadre de notre j'ai fait une erreur, alors. Pas du tout, la France-Afrique. Ouais. Et tu as sous-entendu dans ton propos que c'est quelque chose qui appartient à une autre époque. D'un point de vue des consciences françaises, oui. Justement. Pour toi déjà, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot? Parce que peut-être que si on est d'accord sur ce que l'on met derrière ce mot, on peut se comprendre sur si ça existe toujours ou pas. Parce que pour beaucoup de gens, la France-Afrique n'a jamais cessé d'exister. Elle a plutôt muté parfois. Et aujourd'hui, elle est toujours présente. Et des situations comme celle qu'on a vécue au Tchad récemment ont suffi à le montrer au grand jour. Je pense que d'abord, dans la France-Afrique, pour moi, alors moi je ne l'ai pas vécu, c'était mes parents ou mes grands-parents, enfin, moi je ne l'ai pas vécu directement. Mais la France-Afrique, pour moi, c'est d'abord de la complicité, c'est d'abord de l'amour, c'est d'abord de l'affection, c'est d'abord une vie commune qui est une histoire commune. Voilà. Et quand vous voyez, je parle de francophonie là, ça m'est arrivé comme ça, un Cambodgien et un Sénégalais qui ne se connaissaient pas, qui se voient et qui s'embrassent, sur la présomption de la même langue et de la même forme de culture commune. Quoi, voilà. Donc pour moi, je ne voudrais pas être que négatif avec ça. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Mais ce qui fait que les relations sont froides, oui. C'est ce qui ne marche pas. C'est pas ce qui marche. Je vais revenir là-dessus. Le rapport est assez clair là-dessus. Et je n'esquive pas les questions, etc. Mais ce n'est pas que négatif. Il y a quand même une histoire commune. Et voilà, enfin, je voudrais qu'il y ait cet élément-là. Après, ce qui s'est passé aux indépendances, c'est que De Gaulle avait une doctrine qui était très simple et très claire, qui fonctionnait pour l'époque, qui est de dire, OK, indépendance, moi j'assure la sécurité des régimes, c'est-à-dire des familles, pas des États, des familles, c'est assez clair ce que je dis, en échange de quoi, et puis un peu de développement aussi, en échange de quoi vous votez pour la France à l'ONU, quoi, en gros. Quoi. Enfin, en tout cas, vous apportez votre voix dans le concert international, ce qui a donné à la France une influence au plan mondial, notamment après la guerre et dans les 2 décennies qui ont suivi, très très forte. Quoi. Voilà. Donc c'était un bon deal, je pense, à l'époque. La démocratie. Un bon deal pour qui? Un bon deal pour la France et un bon deal pour les dirigeants africains. C'est ça. Voilà. Et donc, dans la France-Afrique, il y avait aussi, je conforte les régimes, les familles. Tout à fait. Voilà. Je les protège même. Protège. Parfois, je les mets au pouvoir. Tout à fait. Parfois, je propose et alors, on commence à avoir les éléments maintenant. Et parfois, je favorise un coup d'État ou je défends tel ou tel. Voilà, c'était ça. Après, il y a eu des flux financiers qu'on connaît, pas dans le détail, mais on sait très bien que la France-Afrique, c'est aussi des flux financiers, des mallettes, etc. Mais c'est pas que ça. C'est pour ça que j'ai commencé aussi par dire l'éducation, l'amour, c'est aussi ça. Mais aujourd'hui, dans la France-Afrique, c'est surtout le comportement des dirigeants de l'époque. Mais, je voudrais dire, autant africains que français. Bien sûr. Mais les dirigeants africains choisis par la France. Oui, mais bien sûr, tout à fait. Choisis ou cooptés ou agréés, etc. Tout à fait. Mais voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, clairement, quand vous êtes français, on ne fait plus ça. Ça n'existe plus. On ne fait plus quoi? On ne met plus au pouvoir quelqu'un. Quand arrive François Mitterrand, il fait un discours très important à La Baule en 1990. Il dit, voilà, moi je garantis à présent la sécurité des États, plus des régimes. Donc il change de doctrine, il baisse sa garantie. Et il augmente la conditionnalité, la condition en disant, je fais ça pour les États qui se lancent dans un processus démocratique. Donc une condition supplémentaire et une garantie inférieure, etc. Ça, c'est très vertueux, sauf que ça n'a pas été fait. Tout à fait. Voilà. Et j'ai un exemple qui est très simple, que je vais prendre là, qui est proche du Cameroun, c'est que quand François Hollande décide de ne plus recevoir le président Obiang de Guinée équatoriale à cause des biens mal acquis, parce que du coup la gouvernance est dégradée et a une mauvaise image. Voilà. S'il fait ça avec la Guinée équatoriale, il doit faire ça avec le Gabon. Du président Omar Bongo à l'époque, et quand sous Hollande, c'était Ali Bongo. Voilà. Mais d'un côté, on dit bon non, la Guinée équatoriale, ils ne sont pas fréquentables, on ne les voit pas, etc. Et de l'autre, on continue à avoir des relations avec le Gabon, politiques, économiques, très très fortes.
Et donc ça, c'est pas lisible pour... Oui, mais est-ce que ce brouillard-là, il persiste jusqu'aujourd'hui? Quand on dit d'un côté qu'on ne parle pas aux putschistes qui viennent du Mali, mais que de l'autre côté, on parle aux... Je ne sais pas si je vais les appeler putschistes du Tchad, c'est tout aussi illisible. Oui. Et on a tendance à se dire qu'au final, ça n'a pas changé. Oui, ça a changé du moins, c'est peut-être fait différemment, mais... Oui, c'est plus du tout la même chose. Mais effectivement, ça entretient une forme de confusion. Et ce que je dis dans le rapport, je liste 7 ou 8 points qui sont des attitudes que nous, on exerce aujourd'hui, qui pour nous, vu de Paris, ne sont plus des attitudes liées à la France-Afrique, mais qui renvoient à ce qui se faisait avant. Est-ce que tu peux nous parler de quelques-unes? Oui, je parle de ça. Tu as cité le Tchad. Oui, le Tchad, typiquement, c'est un point difficile à comprendre. Si on a une relation forte avec des pays africains, avec des valeurs de démocratie, c'est-à-dire état de droit, liberté publique, etc., bon, en tout cas en tendance, c'est difficile de comprendre qu'on va au Tchad et que... On a ici une succession du maréchal Déby par son fils. Je pense que ce qu'on aurait dû faire, pour être beaucoup plus clair, c'est de dire on a un problème au Sahel, il faut conforter la stabilité de l'État tchadien, donc on contrevient à nos valeurs habituelles, dans ce cas spécifique, pour une durée déterminée. On ne dit pas ça, et donc ça entretient tous les fantasmes et toutes les confusions justement liées à des pratiques que l'on fait dans d'autres pays. Quand on va au Liban et qu'on dit qu'il faut supprimer, en tout cas changer la classe politique corrompue, voilà, là on est dans nos valeurs. Très bien. Et au Tchad, c'est un contre-exemple, et du coup ça sème la confusion sur l'ensemble des actions que l'on fait en Afrique. Et je pense que la France doit clairement, à partir le plus vite possible, ça va même maintenant, proposer une offre stratégique, c'est-à-dire expliquer clairement pourquoi aller en Afrique, quels sont ses intérêts, et pays par pays, comment on développe des relations avec les pays. Il y a des pays, quand on va au Mali, par exemple, avec Serval, on y va, mais c'est ma conviction, et je l'ai vu, clairement, pour stabiliser le régime malien qui est en très grande difficulté face aux djihadistes. Mais aujourd'hui, quand vous allez au Mali, les gens pensent qu'on a été au Mali pour défendre les intérêts économiques de la France, par exemple. Alors je dis, mais c'est quoi les intérêts économiques au Mali? C'est les mines. Quelles mines? Les mines d'or. Regardez sur le site du ministère des Mines du Mali, il y a 0 opérateur français dans les mines au Mali. Donc il y a tout. Donc ces comportements qui ne sont pas clairs entretiennent... Est-ce que d'après toi, la France est allée au Mali par pure générosité? Oui, là-dessus, oui. Ce qui est pas le général cas. de Gaulle dit clairement qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. Ça, c'est le général de Gaulle. Il est mort depuis un moment. Mais après, je veux dire, clairement, c'est une demande d'IBK à l'époque. François Hollande, je pense très sincèrement. Mais rédigée à Paris. Pardon? Cette demande a été rédigée à Paris. Les conditions même de l'intervention militaire française. Oui, mais je veux dire, sur place, tout le monde était contente. Mais après, que les militaires ont intérêt d'aller sur un terrain d'opération, oui, il y a des intérêts. Oui, je pense qu'il y a des intérêts. Mais la France n'a jamais parlé de ces intérêts. Non, mais je pense aujourd'hui, ce qu'on reproche aux Chinois et aux autres, c'est que les Chinois sont très clairs. Oui. Ils disent clairement ce qu'ils veulent, oui, qui sont venus très bien. Et je pense que la France doit clairement... pour la démocratie, pour les valeurs de... Très bien. Et si c'est vrai au Mali, mais que ce n'est pas vrai dans un autre pays, eh ben, ça jette la suspicion sur vos vraies raisons d'y être au Mali. Tout à fait. Et moi, au Mali, on est vraiment dans une logique plutôt de protection du pays. Ça, c'est ma conviction. C'est très discutable aujourd'hui, en tout cas. Je suis d'accord, mais c'est ma conviction. Après 5 ans, l'armée française a très peu avancé sur la récupération du territoire malien. Oui. On se rend compte là que finalement, les nouvelles autorités au Mali, en 2 ans, récupèrent Kidal, qui symboliquement est quand même un point d'ancrage très fort dans le nord du pays, qui semblait être imprenable. Et aujourd'hui, ils y sont parvenus. Du coup, forcément, ça ramène à se demander, mais que faisait l'armée française tout ce temps avec des milliers d'hommes équipés de toute la dernière technologie possible? Pourquoi ils ne parvenaient pas à avancer? En Afghanistan, il y avait 150 000 soldats et ils n'ont pas réussi à tenir le pays. Au Mali, il y avait 5 000 soldats dans le plus fort des moments français.
et il y avait l'étendue est 3 fois plus importante. Oui. Donc, mais tous les militaires... 2000 soldats maliens ont eu plus de résultats que 5000 soldats français. Je discute la question des résultats, parce que Kidal, c'est symbolique, oui. Combien de temps ils vont le tenir, et autour, il y a beaucoup d'espaces qui sont en train de perdre. Donc, il faut voir l'espace, on verra ça dans 1 an ou dans 2 ans. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation au Mali est extrêmement compliquée, même d'un point de vue sécuritaire, et que les avancées sont moins fortes qu'elles de l'été avant, et on le verra très vite. Mais avec 5000 hommes, vous ne pouvez pas résoudre la situation du Mali. Le quiproquo, il est là. C'est qu'en réalité, la résolution de la situation au Mali, elle est politique. Et la France a misé toute la résolution politique de la situation sur Ibeka, qui était absolument incapable de résoudre. Ibeka ne voulait pas les accords d'Alger. Et la France voulait mettre en place l'accord d'Alger, ce qui aurait résolu la question de Kidal, justement. Parce que Kidal, c'est plus complexe que juste prendre Kidal. C'est aussi le nord et le sud du pays, entre les Arabes et les Africains noirs, quoi. Donc la France a voulu éviter un bain de sang. À Kidal, il y aurait eu un bain de sang. Ibeka voulait régler leurs comptes aux tribus du Nord. Donc c'est plus compliqué Kidal à l'époque. Mais l'armée française, par exemple, en 10 ans, n'a jamais produit aucune vidéo, aucune communication forte en images pour expliquer ce qu'elle faisait. Il y a un défaut de communication. Militairement, je pense que l'opération Barkhane est plutôt, il y a toujours des erreurs, est plutôt une bonne opération. Mais la résolution du conflit... Ce n'est pas un échec ? Non, d'un point de vue militaire, non. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Mais ils venaient pour arrêter le terrorisme. Oui, mais ensuite... De ce point de vue-là, ils ne sont pas parvenus. À aucun moment, c'était, je pense, une erreur d'expression, à aucun moment ils sont venus pour reconquérir tout le pays. À 5000 hommes, vous ne pouvez pas, c'est impossible. La reconquête, c'est les accords d'Alger, c'est les accords politiques, etc. Et ça n'a pas été fait du tout. Les Français ont envoyé, il y a eu pas mal, je donne dans le rapport les 6 ou 7 éléments d'erreurs. Il y a eu beaucoup d'erreurs d'analyse des Français, de manque de connaissances, de finesse du terrain, etc., qui ont amené en fait à ce qu'au Mali, on arrive avec une armée et des militaires pour, au départ en tout cas, résoudre un problème qui était un problème territorial et de tribus. L'insécurité au nord du Mali, il y avait effectivement des djihadistes, mais tous les acteurs, maintenant encore, ce sont beaucoup des conflits territoriaux, des conflits d'intérêt personnel, etc. Il y a dans les gens qui sont sur des motos, un peu plus maintenant, un peu moins avant, c'est pas des gens qui étaient endoctrinés d'un point de vue idéologique. Ils n'étaient pas pour faire la révolution islamique. Ils étaient là pour régler un conflit à 80% des conflits locaux. Et les Français ont amené une armée pour résoudre une situation qui n'était pas une situation de terrorisme armé. Alors, une question Donc qui ça, se c'est une pose première erreur. Et la deuxième, elle est politique, c'est qu'il n'y a pas eu de vision, ou en tout cas de management politique de la situation. Dans tous les grands conflits, on sait très bien que ce n'est pas les armées qui vont résoudre le problème, que c'est les politiques à partir de conflits armés. On se pose la question, comment les terroristes au Sahel font-ils pour s'approvisionner en nourriture, en carburant, en munitions, depuis toutes ces années, sans qu'ils ne soient perçus par ni les forces françaises, ni les forces américaines, qui sont pourtant supposées être dotées des meilleurs moyens de renseignement dans le monde aujourd'hui. Comment est-ce possible ? Moi, je n'ai pas la réponse. Non, mais je n'ai pas la réponse. C'est la question que je me pose comme vous. Je sais qu'il y a des accords qui sont passés avec un certain nombre d'États par les terroristes pour bénéficier d'avantages contre l'impunité et de non-action terroriste dans ces pays-là. Oui. Il faut se tourner vers les pays africains aussi. Oui. Il y a des accords qui existent, je pense. Mais si ce genre d'accords sont connus, pourquoi la France ne communique pas dessus Pourquoi elle ne se prononce pas pour dénoncer ça ? Elle ne les connaît pas forcément. Si toi et moi, on connaît ce genre de choses, je pense que les services secrets doivent être beaucoup mieux informés. On peut dire voilà ce qui peut exister, puis après, il faut aller voir précisément où c'est fait, avec qui, comment, etc. S'il y a un accord entre le JNIM et puis un des pays qui a un accès à la mer, par exemple, pour faire remonter du matériel, la France n'est pas forcément censée le savoir, et puis la France n'opère pas dans ce pays-là, donc elle n'a pas de matière d'intervenir dans ces pays-là. On ne peut pas dire il faut arrêter la France-Afrique, la France n'intervienne plus en Afrique, et puis dire à un moment, il y a un truc, la France n'intervient pas. Oui. Il y a aussi un double langage. On ne peut pas se plaindre qu'elle n'intervient pas,
si elle veut justement, on demande à ce qu'elle se désengage. Mais est-ce que la France veut se désengager? Prenons un cas de figure simple, les bases militaires, par exemple. Ça, c'est un vrai point de tension aujourd'hui en Afrique. Bien sûr. Que font encore les bases militaires françaises en Afrique? Il y a deux grands points de tension. 50 ans, alors que la France, en plus, est supposée être le pays parfait pour comprendre avec ce qui s'est passé. La première chose à faire, c'est que la France repense sa doctrine et propose ce que moi j'appelle une offre stratégique. C'est quoi les raisons de la présence française en Afrique? Et dans la réflexion globale, il y a la question des bases militaires, bien sûr. Oui. Il faut se reposer la question. En France, le général de Gaulle a demandé aux Américains de repartir, de fermer leurs bases. Oui, tout à fait. Et donc, il y a cette question à régler dans les prochains mois, tout à fait. Et en France, le président a dit, alors même que ce sujet-là battait tout le monde, moi je m'attendais à ce qu'ils disent on va les fermer, il est revenu en disant finalement non, on ne va pas les fermer, on va juste changer le rôle qu'on avait, on va diminuer les effectifs. Mais c'est une manière de « je pars, mais je reste ». Et là, oui, mais ce qui est paradoxal dans le coup d'État du Niger, c'est que moi j'ai été au Niger un mois et demi avant le coup d'État, sans raison de cause à effet. Et j'ai été voir sur place justement le changement d'attitude. Au Niger, les forces françaises étaient dans une base nigérienne, elles louaient l'espace, mais dans la base nigérienne, et elles opéraient sous commandement nigérien. Donc la stratégie était faite par le commandement nigérien et les opérations étaient menées par les Nigériens. On était vraiment sous-traitants, entre guillemets. Donc on a complètement changé la façon d'opérer au Niger que celle qu'on avait au Mali ou au Burkina Faso. Et paradoxalement, le coup d'État change la donne, alors même qu'il y avait un nouveau modèle qui apparaissait à la demande, qui aurait pu être peut-être plus profitable. Parce que certainement, il y a des intérêts d'avoir des militaires sur place, je ne sais pas le détail, mais il y a aussi des intérêts liés à la sécurité. Quand vous voyez aujourd'hui le nombre d'attentats, le nombre de territoires qui ont été perdus au Niger par rapport à la présence française à l'époque, eh ben, c'est du simple au quadruple. Peut-être. Donc c'était principalement, après il y a des intérêts aussi bien sûr, hein, d'opérations, d'entraînement, etc. Mais c'était d'abord à la demande des États. Alors ça c'est. Mais comme il y a eu, c'est discutable parce que. Oui, ça se discute. Mais si les dirigeants qui sont là sont pro-français et qu'on dise que ce sont ces dirigeants qui ont fait la demande. Voilà, c'est pas très, c'est pas très démocratique. Pour moi, il n'y aurait pas eu la colonisation, cette question ne se poserait pas. On dirait, est-ce que c'est l'armée qui se présente là, X ou Y, et là, est-ce qu'elle est efficace dans le maintien de la sécurité? Est-ce qu'elle permet à la population de vivre de façon plus sécure qu'elle ne ferait si on n'était pas là? C'est ça qu'il faut se poser. La question, c'est que comme c'est la France, il y a toute l'histoire de la colonisation qui revient et qui fait lire la situation là. Et la France, c'est vrai, n'est pas assez claire sur ses intérêts, sur les raisons qu'elle a de présence, et entretient la confusion. Tout à fait. C'est ça. Il faut qu'on soit plus clair. Il faut qu'on ait une position claire, une offre stratégique en disant voilà notre position. Il y a un autre fantasme. Et pourquoi quand on lui demande de partir, elle ne part pas? Parce que quand on dit à la France de partir. Elle est partie du Mali, du Niger, oui, maintenant elle est partie, mais on sait dans quelles conditions. Oui. Pourquoi c'est un problème de partir? Si tu es venu m'aider, si tu es venu m'aider et que je te dis merci beaucoup, franchement, c'était très bien, il est temps pour toi de rentrer. Et toi tu dis non, je rentre pas. Oui. Du coup, on peut se demander. Celui qui est demandé, il a été chassé, il est pris en otage actuellement. Tu parles du Niger. Non, mais ça a été le même problème au Mali, au Burkina. La France n'est jamais pas. Oui, à la fin. Oui. Mais jamais en traînant les pas. D'accord. Et au Niger, d'ailleurs, c'était beaucoup plus grave parce qu'on a failli assister à quelque chose d'assez explosif avec les pays de la sous-région qui ont décidé que ça allait se terminer de manière militaire. Heureusement que finalement, cette voie-là n'a pas été mise en œuvre. Certainement, heureusement, oui, tout à fait, oui, certainement. Peut-être que ça avait été mis en œuvre très très vite. Les personnes qui gèrent aujourd'hui le Niger seraient parties plus rapidement. La situation au Niger, pour un Nigérien, est très très compliquée. Hein. À cause des sanctions aussi. Bien sûr, oui. D'abord naturellement, parce qu'au Niger, il y a quand même un revenu par habitant qui est très faible. Et à cause des sanctions, c'est extrêmement dur. La vie là-bas au Niger, elle est très très dure. Mais est-ce que ce n'est pas des sanctions injustes? Parce qu'au final, ce sont les populations qu'on sanctionne, ce n'est pas les dirigeants. Oui, mais allez voir la CEDEAO. Il ne faut pas non plus... tu me regardes comme ça, comme c'est moi qui ai pris les sanctions. Moi, oui, mais beaucoup de présidents de la CEDEAO sont très proches de la France. Oui, très bien. Et très amis. Mais c'est eux qui prennent des décisions. Mais ça fait partie des...
en tout cas, des fantasmes, entre guillemets. Tu penses que ce sont des fantasmes? Non, oui, parce qu'il y a des choses qui sont vraies, des choses qui ne sont pas vraies. Moi, j'étais au Sénégal il y a la semaine dernière, il y a des gens qui me disent, mon président, c'est Emmanuel Macron. Comment ton président? Mais oui, parce qu'il dit ce qu'il doit faire à Macky Sall. Mais tous les gens qui connaissent la façon dont fonctionne l'État sénégalais et l'autonomie, l'indépendance de Macky Sall, ne peuvent pas imaginer de dire ça. Mais oui, mais ça c'est un fantasme. Donc le fantasme, il est entretenu par un manque de clarté, c'est ce que je veux dire. Voilà. Il faut qu'on soit plus clair, clairement. Alors le franc CFA, typiquement, le franc CFA c'est injuste. Ça l'a été. On a proposé, peut-être dans les conditions qu'on aurait pu faire mieux. Mais justement, ces conditions traduisent la nature de la relation. On a proposé, c'était le président Ouattara, le président Macron, de changer le franc CFA. Mais qui leur a donné ce mandat? Pardon? Qui leur a donné ce mandat? Là, c'est l'ensemble de la CEDEAO qui travaillait là-dessus. Ils ne sont pas arrivés comme ça par hasard. Ça faisait 2-3 ans qu'il y avait un travail au sein de la CEDEAO. Au sein de la CEDEAO. Ben oui. Mais qu'est-ce que la France vient faire là-dedans? Le président français l'a dit à plusieurs reprises. Si les pays africains ne veulent plus de ces monnaies, ils le disent et on en finit. Pourquoi le juif est venu faire des annonces? C'est le président français qui est à côté du président ivoirien pour faire des annonces. Aujourd'hui, cette monnaie, parce qu'aujourd'hui, non, mais d'une certaine façon, si, elle garantit la monnaie. Puisque c'est la France étant adossée au Trésor français qui garantit la stabilité du franc CFA. Tout à fait. Ça l'était. Aujourd'hui, il y a une loi qui est passée et aujourd'hui, la France a rendu complètement. La France ne siège plus par anticipation au conseil d'administration du Ce qui était une absurdité. Mais oui. Elle avait un droit de veto. Voilà. Ce qui n'est plus le cas. Et aujourd'hui, la France ne fait que garantir la stabilité. Et là, on parle du franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, n'oublions pas, qui a celui de l'Afrique centrale, pour lequel il n'y a pas de changement. Le franc CFA, clairement, aujourd'hui, avec la loi qui est passée, que j'ai votée, moi, à l'Assemblée nationale en France, c'est aux pays africains et aux dirigeants africains de prendre la main et de dire comment ils sortent réellement du franc CFA. La France a fait ce qu'il fallait, clairement. Et je trouve injuste de la part d'influenceurs aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Aujourd'hui, oui, dans les conditions dans lesquelles aujourd'hui la France s'est désengagée du franc CFA, c'est injuste aujourd'hui de se faire accuser de ça. Oui, mais tu dis que c'est injuste, encore le même problème. C'est que la jeunesse africaine te dit les personnes sur lesquelles on s'attend à ce qu'il y ait des changements ne vont pas impulser ces changements. Littéralement, aujourd'hui, par exemple, le Mali et le Burkina sont en train de vouloir créer une monnaie commune. Oui. Alors que... Mais dans un pays, tout le monde vous le dit, dans des pays qui sont importateurs nets, c'est assez bien d'avoir une stabilité monétaire. Sinon, regardez le pouvoir d'achat des populations africaines, s'il n'y avait pas eu le franc CFA, réellement, les gens vivraient dans des conditions plus difficiles. Oui, techniquement, je suis d'accord. Le franc CFA n'a pas que des inconvénients. La France, mais il y a un vrai problème de souveraineté derrière cette monnaie. Oui, mais le président de la République française a rendu toute la possibilité et la gouvernance du franc CFA pour que les pays africains prennent en main cette gouvernance. C'est officiel, c'est le cas. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est officiellement. Oui. Mais de manière pratique. Oui. Qu'est-ce qui explique donc que malgré ces propos du président français, de l'autre côté, les présidents africains ne bougent pas? Si, ils bougent. Je pense qu'on va aboutir. Non, en Afrique de l'Ouest, pour commencer. Pourquoi? Oui, mais là, après, on ne va pas dire aux Français de se désengager, et après, quand les pays africains ne bougent pas, de leur demander d'intervenir pour les faire bouger. Voilà, il y a une contradiction aussi. On peut considérer que justement, c'est finalement Sur le franc CFA, donc l'écho, mais là l'écho c'était mal préparé, puisque le Nigeria n'en veut pas non plus, mais ça c'est intra-africain. On devrait pouvoir aboutir en 2027, à mon avis. Donc ça bouge beaucoup sur le franc CFA. Sauf que c'est complexe, parce que si vous adossez mal votre monnaie et qu'il n'y a pas de garantie, vous allez faire des évaluations permanentes et puis vous allez perdre du pouvoir d'achat. Et il y a d'autres pays dans lesquels il y a une inflation à 80 ou 100%. Donc il y a peu d'inflation en Afrique, il y a une stabilité de la monnaie, donc une stabilité du pouvoir d'achat. Il ne faut pas oublier ça. On peut critiquer le franc CFA, il faut voir ce que ça apporte en termes d'avantages pour les populations. Au niveau de... Il faut changer le nom, de toute façon, ça c'est clair. Non. Le nom, c'est du maquillage. Il faut changer les mécanismes. Mais ils sont en train de changer. La France a rendu les clés du camion, entre guillemets, aux dirigeants africains sur ce sujet-là. Je répète, pas en Afrique centrale. Non, mais si. Si la logique est la même, on devrait faire la même chose des deux côtés. Eh ben, saisissez que les pays africains centrales se saisissent de cette question-là, que le Cameroun, que le Gabon, que la RDC s'occupent de ce sujet-là pour eux. Alors. Et la France est d'accord. La France a compris
elle ne devrait plus attaquer, si elle communiquait mieux, elle ne devrait plus être attaquée sur le franc CFA. Si on voit les éléments concrets, tangibles, aujourd'hui, en 2024, pas en 2016 ou en 2015. Donc Kémy Séba parle de ça, il n'y connaît rien, et donc il crée, il parle de choses qui sont fausses. Réellement. Je vous le dis, sur le franc CFA. Je ne dis pas qu'il a tort sur le fond. Mais quand il prend le CFA, il prend une mauvaise illustration, un mauvais exemple. Bon, je ne sais pas sur quel exemple tu dis qu'il... sur quel exemple tu l'as entendu particulièrement. Je vous dis qu'aujourd'hui... parce qu'il dit que la France profite... Ça coûte au Trésor français de garantir le franc CFA. Moi, je vois chaque année les budgets de l'État français. Ça a un coût pour la France. Ça ne rapporte rien. Et ensuite... non, c'est pas vrai. Sur la gouvernance, ça rapporte moins que si l'argent était placé. Donc, oui, alors, non, mais moi je ne parle pas de la monnaie. Ça c'est un avantage direct. Je ne te parle pas du reste de lié à la colonisation, etc. Mais justement, parce que les avantages indirects sont très grands. Je ne dis pas qu'il a tort. Le fait que cette monnaie existe est un avantage inouï pour les multinationales françaises. Européennes d'ailleurs. Oui, sauf que, je vous dis, il y avait 4% avant de business avec l'Afrique, il y a 25 ou 30 ans avec la France. On est à 0,9%. Donc... là, pour moi, c'est une fausse idée. On fait plus de business avec le Nigeria, avec l'Égypte, avec l'Afrique du Sud qu'avec la Côte d'Ivoire ou avec le Cameroun. Donc ça a peut-être été à l'époque, ça l'est plus maintenant. Il faut regarder avec un nouveau regard. Mais beaucoup d'Africains ont le sentiment que, et c'est peut-être l'un des vrais points de grief, de tout temps, la France n'a jamais eu une relation avec les pays africains d'Afrique subsaharienne de nature à contribuer dans leurs échanges à ce que ces pays se développent. Ça, je suis beaucoup plus sensible à ça qu'à la question du franc CFA. En 2024, je ne dis pas en 2015, 2016, etc. Donc ça a changé. Mais il faut que les Africains comprennent bien qu'on a changé la gouvernance et la façon de traiter le franc CFA. Donc maintenant, on ne devrait plus être attaqué là-dessus. C'est plus à nous, c'est plus aux Français de faire, c'est aux pays africains. Sur ce que tu viens de dire, oui. Si on veut... Là, 100% raison. Pourquoi, quand on va en Côte d'Ivoire, on commence à transformer le cacao depuis 5-6 ans? Pourquoi on a importé le cacao, on l'a transformé ici, et on l'a exporté après dans le reste du monde, en Côte d'Ivoire y compris? Pourquoi sur l'électricité au Niger, on n'a pas... voilà. Toutes ces questions, elles sont vraies. Ouais. Et ça, c'est une vraie critique que j'accepte complètement et qui est complètement vraie. On n'a pas créé d'entreprise de transformation. Et ça, je pense que c'est une erreur que la France paye aujourd'hui, mais pour le coup-là, légitimement, enfin avec une réalité. La France, les opérateurs français, les politiques et les acteurs économiques auraient dû investir plus dans des entreprises de transformation. Et ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, l'Afrique souffre de manque de développement. Les Africains aussi auraient pu le faire, mais c'est quand même les opérateurs occidentaux qui étaient des opérateurs économiques importants. On ne l'a pas fait. Voilà. Ça, typiquement, c'est une critique qu'on prend de plein front et sur laquelle je n'ai rien à dire. On aurait dû le faire. C'est anormal qu'on n'ait pas fait. Est-ce que ça ne traduit pas un état d'esprit? Oui, ben certainement. Certainement. C'était une époque, ça l'est plus aujourd'hui. Mais tu dis tout le temps que c'était une époque. Qu'est-ce qui laisse penser que ça a changé? Aujourd'hui, qu'est-ce qui laisse penser qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'un simple discours? Mais quand vous regardez Orange, par exemple, il y a quasiment que des dirigeants africains chez Orange. Le capital de Orange pour un certain nombre de pays au capital d'Orange, il y a des capitaux africains. Voilà, de plus en plus, on va vers ça. Il faut des sociétés dans lesquelles il y a des capitaux mixtes, et pas des capitaux occidentaux en Afrique, mais que les Africains investissent aussi dans des sociétés avec capitaux mixtes. Il faut, voilà, il y a des sociétés chez Canal+, moi quand je vais voir Canal en Afrique, il y a des dirigeants africains. Donc ça change quand même beaucoup, bien sûr. Pas suffisamment, mais je pense que ça change beaucoup. Ce qui n'est pas le cas des Chinois, par exemple. Moi, je ne vois pas les Chinois faire ça. C'est pas la même logique. Si, quand on regarde sans le passé, on regarde juste les opérations aujourd'hui, moi je ne vois pas les Chinois faire de la formation, faire de l'éducation, investir dans l'entrepreneuriat, investir dans la santé, investir dans la biodiversité, investir dans le climat. Je ne vois pas ça, moi. Les infrastructures. Ils construisent des routes. Oui, très bien. Ils désenclavent les pays. Ils construisent des ponts. Oui, mais c'est très utile. Bien sûr, mais ils ne sont pas les seuls à faire ça.
Non, mais en très peu de temps, ils ont permis à l'Afrique de franchir un gros bond, et ça partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Certainement. Les Chinois ont beaucoup construit d'infrastructures, on ne peut pas leur reprocher ça. Certainement, on peut reprocher ça, non. Donc oui, peut-être qu'ils n'ont pas fait tout le reste. Voilà, mais après ils font des contrats dans lesquels vous avez des taux d'intérêt très élevés, et puis vous récupérez les infrastructures. Ce ne sont pas des anges. Pardon ? Ce ne sont pas des anges. Non. C'est pour ça que je dis, les Chinois, ce qu'ils font, c'est clair, on le sait. Très bien. Par contre, quand la France vient, elle nous dit qu'elle est là pour la démocratie et pour les droits de l'homme. Non, mais elle a des intérêts oui, mais vous... qu'elle a du mal à avouer. Très bien, mais vous préférez vivre en France, au Cameroun ou en Chine ? En France ou au Cameroun, bien sûr. Et voilà. Donc, c'est bien. Moi, peut-être que la France joue un rôle trop vertueux par rapport à ce qu'elle fait réellement, mais il y a quand même des modes dans les pays. Moi, je vois, je ne sais pas quel âge vous avez, mais les jeunes dans les pays en Afrique, pour la plupart, ils peuvent encore s'exprimer, ils peuvent aller dans la rue. C'est ça le modèle d'expression qu'ils souhaitent. Voilà. Moi, je ne veux pas un modèle chinois, je ne veux pas un modèle russe. Parce que si vous laissez faire les Russes et les Chinois en Afrique, encore plus, vous allez les retrouver avec des modèles d'organisation qui ne seront pas ceux que vous voulez non plus. Mais est-ce que ce n'est pas aux Africains de choisir leurs amis, de choisir leurs dirigeants? Parce qu'on peut dire en toute transparence que plus de 100 ans d'amitié ou de relation, de collaboration avec la France, est-ce que ça a vraiment profité aux pays africains? Parce que c'est à vous de répondre. Non, le bilan, il est négatif. Si au bout de 100 ans de collaboration avec la France, le bilan est négatif, je trouve que la France est très mal placée pour venir dire « Ah, mais vous ne pouvez pas être ami avec tel autre. » Non, je dis mais on est ami avec toi depuis 100 ans. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a eu la colonisation. C'est pas moi, c'était mes grands-parents, etc. Oui, mais ça t'a profité. Certainement, oui. Donc, l'argument qui consiste à dire « C'était pas moi », peut-être, mais tu en bénéficies. Très bien, mais aujourd'hui, j'essaie de voir ce qu'on a mal fait et ce qu'on peut faire mieux. Je le fais avec objectivité. J'essaie de le faire avec objectivité. Dans le domaine culturel, on a des musées en France et partout ailleurs qui sont remplis d'œuvres africaines qui ont été volées, pillées aux pays africains et qui, jusqu'aujourd'hui, malgré quelques discours, ne sont pas rendus. Ces œuvres-là ont enrichi la France et l'Europe. Mais certainement. Mais qui est-ce qui a décidé de renverser ce rapport? C'est le président de la République. En théorie. Non, en pratique. J'étais au Bénin. Il a rendu deux œuvres. Deux ou trois, 28. Oui, mais c'est combien à 28? C'est des milliers de... Oui, mais il y a une loi qui est en préparation, qui va être passée cette année, qui va permettre de rendre plus massivement les œuvres d'art aux pays qui le revendiquent et qui souhaitent les récupérer. Tu connais le Cameroun, et je vais te parler d'un épisode qui, en tant que Camerounais, est très important. Pour nous, c'est la guerre du Cameroun, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une guerre qui, jusqu'aujourd'hui, n'a pas été reconnue par la France, et pourtant qui nous est racontée par nos parents, qui ont vécu au Cameroun à cette époque-là. On a même vu des documentaires dans lesquels des militaires français s'expriment pour dire clairement qu'il y a eu une guerre au Cameroun, pour laquelle il y a de plus en plus d'historiens qui écrivent. Je me rappelle très bien de François Fillon, à l'époque Premier ministre de France, qui arrive au Cameroun, et il lui est demandé, en conférence de presse, quand est-ce que la France va reconnaître la guerre au Cameroun? Et il dit il n'y a jamais eu de guerre au Cameroun. Quelques temps après, François Hollande, président de France, pour le coup, arrive au Cameroun. On lui repose la même question et il dit c'est vrai qu'il y a eu des choses qui n'ont pas encore été clarifiées. Mais à ce moment-là, entre François Fillon et François Hollande, les deux, quand même, c'est deux très hauts dirigeants de la France. L'un reconnaît qu'il y a eu quelque chose, l'autre le nie à demi-mot. Est-ce que c'est pas ça le problème aussi avec la France? C'est qu'on a encore du mal à reconnaître simplement des faits. Oui, certainement. Oui, tu as raison. Mais sur le Rwanda, c'est peut-être ça le début de la guérison. Oui, mais c'est ce qu'on revendique, c'est ce que le président de la République aussi a commencé à faire. Quand il a fait ce devoir de mémoire avec le Rwanda, il a commencé, le processus a commencé avec le Cameroun, justement. Et je pense que, moi j'ai eu cette idée il y a quelques années, et on est en train de faire, c'est que sur les pages d'histoire, il faut l'écrire à deux mains, ou à trois, quand il y a plusieurs pays qui sont... Voilà, et qu'on écrive la même histoire, avec le même livre d'histoire. Des deux côtés, ou 3, ou 4, ou 10, quand c'est des conflits multi-pays. Il faut faire ce travail-là. Je suis d'accord, oui, tout à fait, bien sûr. Hein. Et c'est peut-être ça qui compte. Moi, je suis toujours très, très, très surpris du degré d'ignorance que beaucoup de Français, qui ont fait de très belles études, ont par rapport à l'Afrique. Beaucoup tiennent des propos hallucinants au sujet de la relation entre la France et l'Afrique. Et ils nient des faits historiques. On disait non, la France n'a jamais pu faire ça en Afrique. Mais dans les éléments à mettre en place, il y a très peu de pages d'histoire de l'Afrique dans l'éducation d'un jeune Français dans les écoles. Voilà. Ça manque. C'est une proposition qu'on fait dans le rapport. Il faut beaucoup plus d'histoire de l'Afrique et que les Français comprennent l'Afrique, bien évidemment. C'est le continent de l'avenir.
Donc si les Français y sont pas, s'ils sont chassés comme ça sans faire évoluer leur attitude et montrer leur intérêt désintéressé parfois, intéressé pour d'autres, mais au moins c'est clair, eh bien... Ça commence par un mea culpa. Oui, certainement. Ça commence par là. Oui. Mais en France, on a encore des politiques, essentiellement d'extrême droite, enfin de droite même d'ailleurs, parce que du coup la droite s'en est mêlée, qui aujourd'hui, pour eux, moi j'ai entendu quelques-uns nous dire que la colonisation était magnifique pour les Africains, qu'on les a beaucoup aidés, et qu'il faudrait d'ailleurs... Je ne peux pas dire que ce n'est pas une façon de penser d'un certain nombre de Français, oui, bien sûr, qui ne veulent pas regarder, c'est des gens qui n'écoutent pas, qui ne sont pas dans l'écoute, qui ne sont pas dans la compréhension, qui sont dans leur vision propre des choses et qui essaient de l'imposer à d'autres. Mais c'est eux qu'on écoute dans les médias, c'est eux qui parlent tous les jours. Donc on écoute beaucoup aussi les panafricains qui expriment une autre idée. Donc dans les médias français, ils ne parlent pas, sur Internet peut-être, oui. Oui, mais pas dans les médias français. Et ça, c'est peut-être un problème, c'est que toi qui connais bien les médias, tu as été journaliste, ça m'a toujours beaucoup surpris. À chaque fois qu'on parle d'Afrique, on n'a que des spécialistes blancs. Il y a quand même beaucoup d'Africains, de la diaspora, ou naturalisés qui sont en France. Et c'est toujours des Blancs qui viennent nous dire comment ça se passe en Afrique sur les plateaux. Et il faut changer complètement ça. Mais c'est ce que je dis, parce que tu as cité le rapport, c'est pas une Bible, hein, le rapport c'est une photo de la réalité avec le plus d'objectivité possible. Je dis, RFI par exemple, il y a un seul afro-descendant qui a une émission quotidienne. C'est un Carabéen en plus, c'est pas un Africain. Tout à fait. Il y en a un seul, le reste ce sont des Blancs. Oui. Vous prenez la rédaction du journal Le Monde, la rédaction Afrique du journal Le Monde. Il y a 14 journalistes, ou 15, je sais pas, 14 ou 15. Il n'y a qu'une seule représentante, on dit afro-descendante. Tout à fait. Voilà. Et bien ça, c'est pas normal. C'est comme si tu vas en Islande faire une émission pour les Islandais et tu viens qu'avec des Africains. On dira, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est possible, mais ça ne correspond pas au public. Mais là, quand RFI, c'est 95% de l'audience en Afrique, ça doit être fait par des Africains. France 24 le fait beaucoup plus. Oui. Voilà. Mais, donc tu as raison, là-dessus tu as complètement raison. Et c'est ce qu'on dit, il faut faire évoluer beaucoup plus vite. Il faut que les Français comprennent tout ça. Voilà. Tu es optimiste pour la suite ? Je ne sais pas si je suis optimiste. Oui, moi je suis optimiste de nature. Donc je pense que les choses vont évoluer. Paradoxalement, c'est le moment où la France n'a jamais été autant contestée en Afrique. Mais paradoxalement, c'est le moment où la prise de conscience, je dirais c'est un peu violent, notamment au Sahel, donc on est obligé de reprendre conscience, doit permettre de faire évoluer les choses. Voilà. Je pense, d'abord parce que sur le fond, je sens de la frustration, parfois de l'aigreur, souvent même extrêmement de la violence, mais sur le fond, il y a quand même une complicité, on parle la même langue, on n'a pas envie de se foutre sur la gueule tout de suite, on a envie de s'écouter et de voir comment on peut arriver à trouver, à s'entendre et à se respecter. Si on y arrive, les choses vont s'arranger. On n'a pas envie de s'engueuler tout de suite, quoi. On a envie d'abord de faire l'effort pour que ça se passe bien. Voilà. Et donc il y a un certain nombre de choses que tu as citées ou d'autres pour lesquelles les Français doivent faire amende honorable, doivent évoluer, notamment sur l'attitude. Voilà, l'attitude sur les visas, par exemple. Les visas, c'est un scandale. Insupportable. Un scandale, oui. C'est insupportable. Un scandale. Quand vous êtes africain, les titres de séjour également. Vous attendez le nombre de copains que j'ai qui ont perdu leur travail parce qu'on ne renouvelle pas le titre de séjour suffisamment vite. Ils l'ont à la fin, mais 2 mois, 3 mois, 6 mois après. Trop tard. Voilà. Donc ça, c'est aussi une incurie de l'administration. C'est pas forcément une volonté, parfois, mais pas que. Voilà. Et donc il y a plein de choses à traiter pour montrer que en fait, voilà, vous êtes bienvenus ici, on vous respecte et vous participez à l'histoire de la France et à son rayonnement. Voilà. Et donc on doit demander plus de signes. On a listé tout ce qu'il faut changer pour que la relation puisse s'améliorer. Tant qu'on ne résout pas les visas, tant qu'on ne résout pas l'attitude générale, qu'on dit paternaliste, etc., tant qu'on ne résout pas la question qu'on a traitée tout à l'heure, qui est celle du double standard. Voilà, on se comporte de cette façon dans ce pays et d'une autre façon dans d'autres pays, ça devient incompréhensible. Tout ça, il faut le régler. Si on ne règle pas, nous, Français, ces questions-là, la question de la mémoire, la question du franc CFA, que je dis aujourd'hui est quasiment réglée, en tout cas en tendance, la question de la colonisation, pas pour tout le monde, mais une grande partie comme des Africains ont envie de traiter cette question-là, voilà. Et la relation ne pourra pas se faire naturellement. Et qu'est-ce qui va se passer ? En Afrique, tu l'as dit, c'est un pays de concurrence,
tous les États viennent là, les Américains reviennent en Afrique beaucoup plus. Voilà, dans ce cas-là, voilà, les Africains, ils iront à leur intérêt personnel. Ils n'attendent pas les Français, hein, ils n'ont pas besoin d'eux. Ils n'ont plus besoin d'eux, ou très peu. Voilà, donc la relation, elle s'inverse. Aujourd'hui, c'est plus la France qui aurait, entre guillemets, s'il fallait faire une analyse, besoin de l'Afrique, ou qui aura besoin dans les années à venir aussi, que les Africains qui ont une offre multiple, un choix multiple de partenaires. Qu'est-ce que tu penses des politiques de réparation? C'est-à-dire que pas juste faire amende honorable, mais réparer quand c'est possible. Oui, moi je crois beaucoup à une histoire commune. C'est-à-dire ce qui a été fait même en Algérie, c'était bien fait par Benjamin Stora. Au Rwanda, aujourd'hui, on reparle beaucoup plus le français. Au Rwanda, depuis que cet effort justement de réparation, mais en tout cas de narration d'une histoire commune, une reconnaissance d'un passé commun, une histoire commune. Au Cameroun, il faut le faire. Oui, je vois une grande partie de la jeunesse qui n'est pas sensible à ça, qui elle veut aller de l'avant, et qui se dit c'est comme mon avenir, bon c'est très bien le passé, c'est le passé. Et une autre partie de la jeunesse ou des citoyens africains qui ont besoin de réparer le passé, et effectivement d'avoir un passé commun et qu'on reconnaisse un certain nombre d'actions qui n'ont pas été fécondes ou utiles ou même très, très négatives. La question que tu citais de la transformation de l'économie et des entreprises de transformation, on n'a pas suffisamment aidé au développement des économies. Ça, c'est une évidence. Et ça, on le paye. Et c'est une souffrance pour moi qu'il le constate. Il ne faut pas penser que j'ai un point de vue que celui du blanc. Voilà, moi, de voir ce qui s'est passé, qu'on a importé et réexporté des produits finis, voilà. Pour moi, c'est une souffrance de constater ça, bien sûr. Oui. Mais on ne peut plus rien faire. Il faut le réparer. Changer d'attitude très, très vite. Oui. Ouais. Bah, écoute, Bruno, on arrive quasiment au terme de notre interview. Je voulais quand même te poser deux, trois petites questions de sortie. Il a déjà eu pas mal quand même. Oui, là, oui. Même un peu direct. Donc, non, pas du tout. Je suis resté soft. Hein, Non, mais moi aussi, j'essaie d'être objectif. Voilà. Oui. Et que ce n'est pas une couleur de peau qui conditionne le discours. C'est d'être objectif. Bien sûr. Aujourd'hui, on assiste en France à une montée des extrêmes. Moi, c'est comme ça que je le vois, avec notamment comment je vais appeler ça, la très forte médiatisation de personnes comme Éric Zemmour, condamné déjà pour incitation à la haine, je crois. Et le sentiment que beaucoup d'Africains ont en France, c'est qu'ils ne sont plus les bienvenus ici, parce que ces positions-là semblent être de plus en plus partagées par les Français de souche. Comment toi tu le vis? Comment tu le perçois dans ton entourage? Moi, ça me fait souffrir beaucoup. Et quand j'ai une interview dans un journal Le Monde il n'y a pas longtemps, j'interpelle les LR et le Front National. Comment ils peuvent imaginer vouloir le rayonnement de la France et avoir une réflexion sur l'immigration de cette nature-là? Avoir la réflexion sur l'immigration qu'ils ont, c'est forcément rabougrir la France. Et quand vous rejetez quelqu'un, ou donnez le sentiment de vouloir le rejeter, ou que vous voulez faire la préférence nationale, ben vous savez très bien que dans les autres pays, on va vous rejeter aussi. Voilà. Donc je ne comprends pas cette logique-là. Moi, ça me paraît hallucinant de réagir comme ça. Qu'il y ait... Il y a deux facteurs. Le premier, c'est que dans un moment où le monde bouge beaucoup, les gens se sentent en insécurité, ils ne voient plus leur avenir, il n'y a plus de référents, de référentiels, ça ne sait plus très bien où on va. On a tendance à se recroqueviller sur soi-même. Bon, dans toutes les époques, ça a été comme ça. Et donc, du coup, on pense que l'autre est facteur de sa propre instabilité. Bon, ça, c'est une erreur manifeste. On n'a quand même pas fait tout ce travail vers la mondialisation, le respect de l'autre. On essaie de supprimer les frontières de plus en plus en Europe. Il y a de moins en moins de droits de douane aux frontières. Bon, tout ça procède de la reconnaissance de l'ensemble des peuples du monde. On ne va pas revenir en arrière, on ne va pas revenir avant la guerre, où les peuples se font la guerre et se tapent les uns sur les autres. Ah, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. Ça n'a aucun sens, c'est une régression totale. Donc moi, je souffre beaucoup de voir certains de mes concitoyens avoir cette approche-là, qui pour souvent, je vois maintenant, qui est très populiste, quoi. Voilà. Parce que là, du coup, on ne stigmatise pas les peuples, mais quand Boris Johnson fait campagne pour le Brexit, oui.
c'est purement populiste. Ils veulent juste quitter l'Europe, etc. Aujourd'hui, il y a 4 fois plus d'immigration clandestine en Angleterre qu'il y en avait pendant le rattachement de l'Angleterre à l'Europe, et le pouvoir d'achat a baissé. Donc, ils n'ont rien gagné, parce qu'il n'y avait pas de plan post-Brexit. Il y avait juste la campagne électorale pour gagner. Une fois qu'on a gagné sur des mauvaises idées, il n'y avait pas de plan pour la suite, quoi. Donc, il ne faut pas emmener non plus la France dans cette dérive de manque de reconnaissance et d'amour pour les autres en général, pour les individus du monde entier en général, et en l'occurrence appliqué à l'Afrique. Je ne saurais terminer sans te poser la question de la situation au Sénégal. La France est souvent mêlée au travail de ses dirigeants, de ce qui n'allait pas quand il s'agissait du Mali, du Niger, du Burkina, à commenter d'ailleurs l'actualité de ces pays-là. Au Sénégal, depuis plusieurs mois maintenant, un opposant, Ousmane Sonko, est en prison et semble être victime d'un acharnement difficilement compréhensible. Et je n'ai à aucun moment entendu une autorité française s'exprimer là-dessus. C'est quand même assez surprenant. Oui. Parce que pour le coup, le Sénégal, qui est un exemple de démocratie, a le principal opposant à l'élection présidentielle, qui, il faut le dire, dans ses prises de position, semblait être assez sévère, strict vis-à-vis de la France ou d'autres... Oui. Est-ce que le silence de la France, c'est pas pour faire payer à Ousmane Sonko ses positions? Non, parce que, je ne pense pas, je ne sais pas. Après, il faut poser la question au gouvernement. Moi, j'ai eu au téléphone Ousmane Sonko très longuement avant sa grève de la faim, donc ça date un petit peu, mais j'ai échangé avec lui. Quand je vais au Sénégal, je vois une grande partie de ses représentants, donc au moins je m'informe, voilà, de la situation. Je sais quand il a fait la grève de la faim, le président de la République française a fait des messages pour qu'on essaye de lui permettre d'arrêter sa grève de la faim parce qu'il était en situation physique et psychique très inquiétante. À l'époque, c'était très inquiétant, donc avant qu'il n'arrête. À l'inverse, quand la représentante du président de la République française est allée voir Ousmane Sonko, c'est le clan de Macky Sall qui en a fait le reproche. Donc, voilà. Donc, on peut voir les choses dans tous les sens. Mais on peut aussi dire la France doit plus avoir d'ingérence dans un pays. Et là, vous reprochez à la France de ne pas intervenir. Donc, non, c'est pas de l'ingérence. C'est se prononcer comme la France s'exprime sur ce qui se passe en Israël. La France s'exprime sur ce qui se passe en Iran. La France est un pays qui est ouvert sur le monde. Donc, commente l'actualité politique dans le reste du monde. Pour ce qui est du Sénégal, silence. Pour une fois, elle est plus... Pour une fois, elle est... Mais pourtant, on l'entend beaucoup parler d'Israël, on entend beaucoup parler d'autres choses. Oui, mais quand vous regardez les choses dans la réalité, d'abord, je vous dis, on a envoyé le conseiller Afrique du président de la République, qui était voir le président de la République du Sénégal, et a été voir aussi Ousmane Sonko. Et ça reprochait à la France, justement, de mettre sur le pied d'égalité le président et son opposant. Donc, c'est pas aussi clair que vous le dites, c'est plus subtil que ça. En tout cas, officiellement, on n'a pas eu beaucoup de prises de parole, comme ça a été le cas. Je constate la même chose que vous, ailleurs, mais en off, oui. Peut-être qu'il faut que la France opère autrement, mais je prends un autre exemple qui est dépassé. Quand Alpha Condé voulait faire son 3e mandat. Oui. Il a voulu changer la Constitution, ce qu'il a fait, etc. Eh bien, la France était radicalement opposée à ce 3e mandat. Mais pour ne pas faire d'ingérence, ils ne l'ont pas trop dit publiquement, mais on a envoyé des émissaires, 5, 6, 10 personnes, très proches d'Alpha Condé, pour lui demander de ne pas se représenter, de ne pas faire de 3e mandat. Résultat, on était fâchés avec Alpha, et on était fâchés avec la population guinéenne qui pensait qu'on soutenait Alpha. Pourtant, on ne le soutenait pas. Voilà. Donc, peut-être y a-t-il encore dans l'expression, dans la communication sur l'histoire du Sénégal, des enseignements à tirer pour être plus clair sur nos positions, même publiquement. Voilà. Idriss Déby au Tchad, c'était le dernier point, avait fait des révélations assez troublantes à l'époque quand il disait que, au moment de son 3e mandat, il y a été contraint par la France, lui demandant de modifier la Constitution et pire, lui envoyant un constitutionnaliste sur place pour pouvoir faire les démarches, modifier la Constitution. Bon, là, on lui a pas mis une arme à la tête, mais... Je pense pas. Moi, je pense on a entendu personne dire... Ouais, mais il faut être très là-dessus prudent sur cette version des faits, parce que il souffle les chaud et froid.
Quand il voyait la France, il appelait en disant sauvez-moi, aidez-moi. Et puis après, pour faire bien voir d'autres partenaires dans le reste du monde, il attaquait la France de cette façon-là. Moi, je suis très sceptique sur cette version. Tu penses qu'il aurait pu créer ça de toutes pièces? Non, mais après, peut-être qu'il y a des Français qui l'ont aidé, qui a écrit la Constitution d'Alpha. Voilà. Après, il y a des experts, notamment français, qui sont rémunérés et qui viennent écrire. Mais il n'a pas besoin de la France pour se maintenir réellement au pouvoir. Moi, je suis sceptique sur cette façon de... Il l'a toujours fait, il a soufflé les chauds et froids. Une fois, avec les Français, il raconte ce qu'il avait plusieurs discours. Regardez bien les discours du maréchal Déby, il avait pas mal de discours. Mais en vrai, sur le Tchad, moi, je suis content de voir que Succès Mara, aujourd'hui, est Premier ministre. Et... C'est incompréhensible, quand même, que le farouche opposant historique au père et maintenant au fils. Je trouve ça très courageux de sa part, parce que c'est lui qui joue le rôle le plus difficile. Il faut qu'il fasse accepter ça. Mais il a toujours, moi je le connais très bien, et j'ai beaucoup d'estime et d'affection pour lui. J'ai vraiment fait à ma modeste place tout ce que j'ai pu pour qu'il soit reconnu, qu'il soit écouté dans le monde entier, qu'on reconnaisse la sincérité qu'il a. C'est un homme qui a la conscience du Tchad. Il veut que son pays réussisse. Tout à fait. Et soit il y a des affrontements, il en a subi les conséquences avec plusieurs centaines de morts l'année dernière dans ses militants, soit il continue à faire un affrontement et dit c'est eux ou c'est moi, soit il essaye pour le bien du Tchad d'arriver à trouver une sorte de coalition ou comme ça qu'on va... on peut se dire, s'il est donc dans cette démarche... On verra si c'est bénéfique aux Tchadiens et aux Tchadiennes. Non, mais au-delà de ça, comme ça s'il voulait prendre cette position, ce qu'on se demande, c'est pourquoi avoir permis les bains de sang? Pourquoi toutes ces personnes sont mortes si au final, c'est pour travailler avec le gouvernement? Mais parce que lui, il a été victime de ça. Et qu'il est capable de ce dépassement-là, et que ses militants ont autorisé ce dépassement-là. Ce qui est un acte de courage, de responsabilité très forte pour moi. Vraiment, je vois lui. J'espère que des deux côtés, les dirigeants seront sincères. C'est-à-dire qu'il pourra aider à la transformation du Tchad. Lui, l'ensemble des fonctions régaliennes, la société civile, et à l'armée, la sécurité et les forces armées, comme responsabilité. Pour l'instant, c'est un peu ce qui prévaut au Tchad. Est-ce qu'il faut attendre encore 10 ans, 20 ans, que les gens s'affrontent, qu'il y ait des bagarres, des bains de sang? Il en a jugé autrement. Lui, c'est mieux que les autres. Mais je sais qu'il est sincère et qu'il pense aux Tchadiens et aux Tchadiennes. Et c'est assez courageux d'avoir eu cette posture-là. Voilà ce que je voulais dire. Un partenaire clé, central pour la France en Afrique centrale, c'est le Cameroun. Oui. Élection à venir prochainement. Oui. Tout est dans le flou. Comment tu vois les choses? Il faut craindre le pire, il faut... Dans le flou. Non, honnêtement. Alors, pas parce que c'est ton pays, mais le Cameroun, c'est le pays peut-être dans lequel j'ai le plus d'amis, mais que je ne comprends pas bien. Voilà. Je ne comprends pas bien les ressorts, comment ça fonctionne, etc. Quelqu'un a dit, on dit souvent au Cameroun que si on t'explique le Cameroun et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Oui, c'est ça, voilà. Donc, je ne vais pas faire de réponse plus précise que ça, parce que j'attends de voir. Voilà. Le Gabon, Oligui, la transition, tu en attends quelque chose? Moi, je vois, parce que je l'ai rencontré très vite après le coup d'État. D'abord, il a une vision du pays. Bon, c'est pas le cas de tous les Gabonais, je crois. Donc, moi, d'abord, d'avoir quelqu'un qui dirige un pays qui a une vision, c'est bien. Et puis, de toute façon, il n'avait pas le choix, parce que soit il faisait comme en 2016 et il tirait sur la foule, c'est ce qui allait se passer, soit ils déposaient la famille Bongo. Mais ils l'ont fait tous les corps d'armée, ensemble. Et aujourd'hui, au maximum des choses, de ce que je vois, il essaie d'avoir une vision inclusive, il inclut la population, il essaie de faire, là aussi, sans règlement de compte, il aurait pu essayer... C'est vrai. Voilà. Mais on dit que c'est un ancien du système. Quand même. L'important, il a été pendant longtemps avec la famille. Oui, bien sûr. Mais en Guinée Est-ce qu'on peut espérer un changement de quelqu'un qui a autant? L'important, c'est le changement. Ça dépend ce qu'on veut voir comme changement. Est-ce que c'est un changement de communication ou est-ce que dans 2 ans, le pouvoir d'achat des Gabonais a augmenté? Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer librement sur la place publique? Est-ce que leur vie s'est améliorée? Est-ce que le climat social est meilleur? C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir la population. Moi, je suis élu, je suis un député. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être des populations. Et donc, c'est ça mon marqueur, quoi. Est-ce que les populations vivent mieux? Est-ce qu'elles sont plus épanouies? Est-ce qu'elles ont
plus d'argent? Est-ce qu'elles ont moins de mal à boucler leur fin de mois, à manger, etc. Est-ce qu'elles peuvent s'informer librement? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elles peuvent être plus citoyennes? Et aujourd'hui, clairement, il y a plus de chance avec le président Oligui qu'avec l'équipe précédente. La République centrafricaine, le mouton noir en Afrique centrale? Non, je ne pense pas. La relation est avec quasi la France, notamment interrompue aujourd'hui. Non, elle ne l'est pas. Elle l'est pas. Il y a des hauts et des bas, mais là, vous avez beaucoup de dirigeants de Centrafrique qui sont binationaux. La ministre des Affaires étrangères, elle est binationale, elle a un passeport français. Il y a beaucoup alors, de façon générale, on parle beaucoup de divergences et des amours avec la France. Mais quand on voit les individus, personnes, les citoyens, il y a beaucoup de complicité. Ce qui ne va pas bien, c'est les politiques d'État à État. C'est la politique de la France. Est-ce qu'un binational, finalement... Mais moi, j'ai jamais été rejeté en Afrique. Oui, mais ce n'est pas un problème de personne, voilà. On est d'accord. Mais est-ce qu'un binational n'est pas aussi peut-être trop influencé par son amour pour la France pour prendre les décisions qu'il faut quand il faut pour son pays Non, parce que le président Touadéra, il a pris une décision forte d'aller chercher les Russes qui lui a pour sa été sécurité. Fortement reproché jusqu'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ça change aujourd'hui. Il y a des discussions. Il est venu à Paris. Je l'ai rencontré. Le président Macron l'a rencontré. Voilà, c'est en train de revenir à une situation pas normale, mais un peu différente. Il faut voir ça dans la durée aussi. Hein. On dit que les bons dirigeants africains, ce sont les dirigeants qui sont d'accord avec Paris. Ceux qui le sont moins, Non, dans ta question, il y a déjà la réponse. C'est sûr quand tu préfères quelqu'un qui est d'accord avec toi que quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà. Mais personne ne peut se passer de la Centrafrique, personne ne peut se passer du Gabon, personne ne peut se passer de n'importe quel pays d'Afrique. Et donc, même au Mali, moi je discute de la même façon avec mes amis maliens, même des dirigeants aujourd'hui de la junte, enfin je ne sais pas comme ça, ou en tout cas du pouvoir en place, parce que la junte c'est un peu péjoratif, en tout cas c'est une connotation occidentale, donc du pouvoir en place. Voilà, discute de la même façon. Et quand un des ministres du gouvernement actuel me dit fraternellement, on se dit fraternellement, voilà. Donc ça existe ces liens-là, on ne les voit pas, ils existent, et un jour ça reviendra à la surface. Voilà, il n'y a pas de raison que ça change. Dernière question, les influenceurs. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure de Kémy Séba. Qu'est-ce que tu penses du travail de Kémy Séba? Je trouve qu'il est opportuniste, il est populiste. C'est-à-dire que ce qu'il dit n'est pas toujours très argumenté au début. Et maintenant, clairement, il est financé par les Russes, donc il a utilisé un point de vue, et donc il n'est pas objectif. Il n'est pas crédible aujourd'hui, il n'est pas objectif. Ce qui n'est pas le cas d'autres influenceurs qui font de la vraie information. Tu penses à qui? Pas à toi, par exemple. Non, mais la plupart des influenceurs, la quasi-majorité, il y en a 4-5 qu'on connaît bien, dont on connaît les liens. Je vais te poser des questions sur chacun d'entre eux, parce que Kémy Séba, par exemple... Je ne les connais pas bien tous, hein, tu sais. D'accord, ok. Je ne suis pas non plus un juge de paix, on lit les médias. Genre, clairement, aujourd'hui, Nathalie Yambo... Est-ce qu'il y a un problème à ce que Kémy Séba soit financé par les Russes? Non, à partir du moment où il le dit. Donc on sait que c'est un opérateur russe, pro-russe, on le sait. Alors, c'est pas comme ça qu'il se définit. Non, mais c'est comme ça qu'il est. Mais clairement. Est-ce que être contre la politique africaine de la France, c'est être pro-russe? Parce que la Russie et autres, c'est très récent dans le discours de Kémy Séba. Oui. Autrefois, il ne parlait pas de la Russie, il n'était même pas proche de la Russie. Oui. Mais il était déjà contre une certaine vision. Que proposent les Russes, etc. Non, mais aujourd'hui, il existe... Est-ce que tu as le sentiment qu'il veut une substitution de la Russie par la France en Afrique? Non, je pense pas. Aujourd'hui, il utilise les gens qui le reconnaissent. Il a une reconnaissance. Il existe aujourd'hui. On en parle. Voilà. Donc, il doit être content. Moi, j'ai rien contre lui, hein, individuellement. Je dis qu'aujourd'hui, sa stratégie, cachée pendant longtemps, aujourd'hui mise à jour, pas par lui, par d'autres, c'est qu'il utilise des fonds et de la propagande russe pour des fins personnelles qu'un jour on découvrira. Peut-être qu'il va se présenter à une élection. En tout cas, il n'est pas sincère. Voilà. Quand il attaque le franc CFA, il ne connaît pas bien la situation. C'est très approximatif. Et quand il parle des bases militaires? Eh bien, il a plus raison. Voilà. Nathalie, non, mais je ne suis pas contre lui, je dis individuellement. Nathalie, j'ai été très surpris d'apprendre que, je ne sais plus trop qui dans le gouvernement a demandé qu'on supprime ses comptes Twitter parce qu'elle aurait posté des choses qui ne plairaient pas ou qui seraient contre la France, qu'on la bâillonne, qu'elle se taise. Oui, bon, je crois que de toute façon, c'est impossible. Mais même en Afrique. Ça n'a pas été accepté, mais bien sûr. Heureusement. Mais moi, en Afrique, les gens me disent, mais comment vous Français, vous acceptez
d'héberger des gens, etc., alors qu'ils vous salissent tous les jours. En Afrique, les gens me disent ça. Comment vous pouvez accepter, vous, Français, genre, vous n'êtes pas assez autoritaire, assez fort, assez vous faire respecter suffisamment. Donc il y a les deux versions, vous savez. Mais ça, vous citez deux grands influenceurs, il y en a 3-4 autres. Il y a un particulièrement dont la situation m'a beaucoup interpellé, c'est le professeur Franklin Nyamsi, qui s'est vu menacé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'enseignant en France à cause de ses positions personnelles vis-à-vis de la politique française en Afrique. Est-ce que c'est pas un peu... est-ce que c'est ça la démocratie? Non, c'est pas ça la démocratie, sauf si dans l'exercice même de sa profession, il influence, donc dans ses cours eux-mêmes, il influence ses élèves. C'est pas ce que l'Académie dit. L'Académie semblait dire le contraire. Eh bien, s'il est sincère et qu'il exerce sa profession comme il le doit, voilà, sans orienter, sans transformer, voilà, de façon objective, entre guillemets, c'est jamais tout à fait le cas, on sait très bien, surtout quand on parle de l'histoire ou de l'économie, il n'y a pas de raison. Au contraire, il peut dire ce qu'il veut. Je ne suis pas sûr, mais il n'est pas prof d'histoire. Il peut dire non, mais on parle de situations dans lesquelles c'est plus complexe d'avoir une objectivité totale. Voilà. Mais s'il fait son métier correctement, il n'y a pas de raison, au contraire, tout à fait. On peut dire ce qu'on veut en France. Si on n'insulte pas les gens, mais après, si on les insulte, on peut les mettre en justice. Oui, bien sûr. C'est ça la démocratie aussi. Mais si on va trop loin dans l'insulte. Ouais. On a l'impression qu'on veut lui ôter, enfin c'est comme ça que c'est perçu, son gagne-pain, pour le punir. Je pense que... En France. Peut-être, oui. Je ne sais pas qui fait ça, je ne suis pas assez dans la situation pour savoir qui peut avoir envie de le faire. Et comment tu penses que face à donc ces influenceurs qui sont suivis par des millions d'Africains, Paris devrait réagir? Paris a déjà réagi. Paris a réagi en disant... Par des sanctions. Oui, enfin c'est marginal les sanctions, ça concerne 2 ou 3 personnes. Je ne dis pas que c'est marginal pour ces personnes-là, ça les concerne. Et puis que ça fait de l'écho. Mais je vais regarder la situation dans le détail, mais honnêtement, pas que je découvre, mais je ne connais pas le... Je ne peux pas aller plus loin, que je ne peux pas prendre des positions pour ou contre quelqu'un, alors que je ne connais pas le fond de l'affaire. Mais Paris a une position qui est claire, c'est de dire nous, on va faire de l'information sur ce qui nous concerne, mais on n'utilisera pas les mêmes méthodes de désinformation, etc. Moi, quand je vois des vidéos pendant le coup d'État au Niger avec des parachutistes français d'images de 1990, avec en disant voilà, attention, les Français débarquent sur le Niger, défendez-vous, etc. Enfin, tu connais bien la propagande. Oui, ça, c'est pas de l'information. Et ça, c'est des pas côté français. Non, peut-être pas vis-à-vis du Niger, mais la propagande, moi je pensais plutôt à la situation en Russie. La propagande, on l'a vu de deux côtés, hein, autant du côté de la Russie que du côté occidental. Sur l'Ukraine. Oui, sur l'Ukraine. Oui, on a été bercé. C'est un autre sujet. Je vous dis que la France n'est pas exemple de propagande non plus. Peut-être pas vis-à-vis du Niger, mais sur d'autres sujets. Non, mais on a décidé là, clairement, de ne pas utiliser les mêmes méthodes de propagande et de faire de l'information qui est vérifiable, donc vraie et vérifiable. Voilà, ça n'empêche pas après de communiquer. Mais on le fait beaucoup moins et pas suffisamment fortement que ce que font certains influenceurs financés par les Russes. Quand vous prenez des influenceurs financés par les mais parce que c'est vrai, parce que d'eux-mêmes, ils n'ont aucun intérêt de sortir de fausses informations. Oui, mais pourquoi sortir de fausses informations avec des fausses images ou des images retraitées qui viennent d'il y a 10, 15 ou 20 ans? Mais quand on est c'est dans un dessin délibéré. Quand on est influenceur et qu'on publie beaucoup, ça peut arriver qu'on se trompe. Tu es journaliste, ça peut arriver. Ça peut arriver. Une photo qu'on nous envoie, on la publie, on se rend compte après qu'elle n'était pas bonne. Très bien. Ça arrive. Mais il y a bien quelqu'un qui a produit ces informations. Oui, c'est vrai. Oui. Et c'est les gens qui produisent ces informations, ils le font de façon délibérée. Bien sûr. Pour influencer les populations tout à fait. contre la France en l'occurrence. Voilà. Mais après, si la France est attaquée comme ça, c'est aussi pour l'été. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans origine, sans cause. C'est pas les mêmes origines et les mêmes causes. Mais c'est le fait de ne pas avoir traité tout le sens de ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire la France-Afrique, la question de la colonisation, le respect des individus, les visas, le côté paternaliste, etc., qui fait qu'aujourd'hui on tape sur la France. Voilà. C'est pas toujours fondé quand on le fait, mais c'est fondé sur tout le passé. Voilà. Voilà. C'est peut-être pas vrai aujourd'hui, mais allez, prenez pour ce que vous avez fait plus avant. C'est vrai. Donc moi j'ai dit, j'ai fait la liste de tout ce que la France doit
modifier, changer radicalement pour éviter d'être le bouc émissaire et de se faire taper dessus tout le temps. Mais est-ce que toi, à ton niveau déjà, est-ce que tu as écouté en France? Après ce rapport, est-ce que tu as le sentiment que ça a été pris au sérieux? Oui, ça a été pris au sérieux, ça c'est sûr. Après, ceux qui sont, il y en a encore un peu en France qui sont un peu dans le déni en disant « ben non, tu dis des trucs, mais tu vas trop loin, etc. » Ouais, il y a encore des gens qui ne pensent pas comme ça. Je pense qu'ils vont venir progressivement à la raison. Non, c'est un rapport qui est objectif. Je pense que quelqu'un qui... Quand vous faites 80 auditions, à un moment, c'est plus votre point de vue. C'est le point de vue de ce que les gens vous disent. C'est pas mon point de vue à moi. Donc on doit comprendre que ce qui est écrit est quelque chose qui est objectivé par un grand nombre de prises de position. C'est pas les miennes. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Donc il faut que les gens comprennent ça. En Afrique, la plupart des gens, alors il n'est pas complet, enfin, il y a toujours plein de trucs à développer. On a, voilà, dans chaque sujet qu'on a traité, on aurait pu faire 6 mois de plus. Voilà. Mais quand on s'attaque à la réflexion autour de l'aide au développement, eh bien, voilà, il faut modifier la façon aujourd'hui dont on contribue aux relations économiques et au développement des pays. Parler du Gabon, mais c'est vrai dans tous les pays. Aujourd'hui, la France, tu disais, ouais, la Chine, ils font des ponts, etc. Mais on a fait beaucoup plus de ponts, d'accès à l'eau, de routes, d'écoles que les Chinois l'ont fait. De routes? Mais oui, bien sûr. Kilomètres de route? Ben oui, et en tout cas, ils tiennent beaucoup plus longtemps que ça, c'était avant, ça, c'est plus vrai. Ben oui. Les routes chinoises sont bonnes en deux. Si, non, ça, c'était avant, ça. Aujourd'hui, les routes sont bonnes. Je ne vais pas prendre d'exemple précis. Oui, mais il y a toujours un endroit où ça n'a pas bien marché. Il y en a. Ça peut arriver. Tout comme il y a des endroits où la France a fait des routes qui n'ont pas tenu. Polémiquons pas là-dessus, c'est pas de polémiquer. Mais quand vous avez l'AFD, oui. Avant, il y avait 10 000 coopérants, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, l'aide au développement, c'est plutôt assuré par l'AFD, oui. qui fait du financement, oui. qui finance des grands projets. Mais quand vous êtes le premier, deuxième ou troisième bailleur d'un pont, vous n'êtes pas le seul, vous n'avez pas de raison de mettre la France. Personne ne sait plus grand monde ne sait ce que la France fait en Afrique. On ne communique pas. C'est vrai. Quand les Turcs font une école, vous avez la Turquie, toute la rue, avec des drapeaux, etc. La France, on ne le voit pas. Et donc, on pense que la France ne fait pas grand-chose, ou pire, ce qu'on me dit souvent, c'est que, notamment, on l'a dit au Gabon, c'est pour ça, vous financez l'aide au développement, nous, population, on ne voit rien, notre niveau de vie n'augmente pas, donc c'est bien que l'argent va quelque part. Oui. Voilà. Donc, pire que ça, l'aide au développement aujourd'hui, dans certains cas, ça contribue à une mauvaise image de la France. On pense que cet argent-là, elle va dans les poches de tel ou tel. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas vrai. C'est vrai? L'argent est tracé? L'argent est tracé. Comme l'AFD, c'est super tracé. Il y a des contrôles partout, avant, après, etc. C'est impossible. Après, que ça serve à financer des infrastructures et que l'argent au budget d'un pays serve à financer la poche de certains, oui. Mais l'argent direct de l'AFD, aujourd'hui, c'est super tracé. Non, sérieusement, regarde, allons-y ensemble. C'est très, très audité. Oui, il n'y a pas de sujet. Mais ça fait partie des fantasmes. En 2009, j'ai cet exemple que je donne, l'AFD dit on a investi 30 millions d'euros au Gabon pour un certain nombre d'activités. La même semaine, le Canard enchaîné sort que Omar Bongo a acheté un immeuble à Paris d'une valeur de 100 millions d'euros. Voilà, ben vous dites 30 millions d'un côté, ça ressort de l'autre, ouais. Donc vous êtes complice. Voilà. Et donc ça, c'est une question de communication. Parce que honnêtement, auditons ensemble, vous allez voir, c'est super audité l'AFD. Ce n'est pas le cas. En revanche, ça fait partie des croyances. Et c'est très facile après pour des gens mal intentionnés, financés par d'autres pays, par exemple. Suivez mon regard. Tu es obsédé par ça. Non, mais c'est pas moi. Mais c'est toi qui m'en as parlé. Non, mais je veux dire, c'est dans le sens où tu ramènes tout à la Russie comme si les Africains ne sont pas capables par eux-mêmes. Je réponds à ta question sur les influenceurs. Décider. Mais avant, j'en ai pas parlé. Oui, non, mais ok. Mais parce que depuis tout à l'heure, Oui, mais c'est un gag maintenant. C'est très récent, là. C'est depuis bien sûr. 2-3 ans. Mais les problèmes, ils datent de bien plus longtemps. Mais bien sûr. Mais non, mais les Russes, ils sont pour rien. Est-ce que la France ne joue pas aussi un tout petit peu le jeu de la facilité de vouloir mettre sur la Russie des choses que non, c'est que les Français n'ont pas vu au début. Ils n'ont pas vu au début la question russe. Moi, j'ai vu ça chaque fois qu'il y a eu une manifestation en Afrique, on dit les Russes sont derrière. Mais non. Mais non, bien sûr que non. Mais non. Mais ils ne sont pas non plus dans les coups d'État.
Quand il y a un coup d'État au Niger, c'est pas la Russie. Au Mali, il n'y a pas de Russie. Ils viennent après. Oui. Ils habillent l'histoire et ils justifient. Voilà, très bien. Bien sûr, ils essaient de... On est d'accord là-dessus. Non, mais c'est la question que tu as posée sur les influenceurs. C'est pour ça que je réagis. Moi-même, je m'en fous des Russes. Enfin, je m'en fous pas parce qu'ils font du mal, mais demain, la Russie sera encore amie avec la France. C'est un pays dont on ne peut pas se passer. On ne peut pas se passer. Pour l'instant, c'est Poutine. Mais moi, avec les Russes, on s'entend bien. On va pas revenir sur la question, parce que là, on va partir sur une nouvelle émission sur la Russie. Quand les éléphants se battent, c'est pas les Russes, c'est Poutine, bien sûr. Il n'est pas prêt de partir. Hein. J'en sais rien, on verra. On ne peut rien faire, ni toi ni moi. Ni toi ni moi. Donc voilà, donc on a beaucoup de choses à faire, nous Français, pour solder le passé et pour à nouveau recréer une relation. Mais c'est à nous de le faire. C'est pas aux Africains. Je reprends le mot du roi Hassan II, il dit c'est à vous Français, c'est à vous de nous connaître, c'est à vous de faire des efforts. Voilà. Et je suis sincère quand je dis ça. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir pour parler de ton rapport. Non, j'avais envie de beaucoup. C'est très gentil d'être venu, d'avoir pris du temps. En plus, assez rapidement parce qu'on a programmé ça dans un délai assez court. Ce que je te propose, je ne sais pas quand, mais c'est de faire une deuxième partie, cette fois-ci avec la possibilité pour les auditeurs de te poser des questions. Avec beaucoup de plaisir. Super, comme ça, ce sera plus moi. Ce sera plus facile parce que tes questions, elles étaient... tu penses Non, mais essayer de dire les choses comme je pense, comme je les ressens. Parfois, c'est le but. Parfois, c'est vrai. Parfois, je peux me tromper. Il y a peut-être des choses qui vont choquer. Mais quand j'ai fait une matinale au Sénégal il y a peu de temps, sur 1 heure de questions d'auditeurs, il y avait les 3 quarts sur le franc CFA, par exemple. Donc, je suis assez habitué comme à prendre des coups, même si c'est pas moi. Il faut que j'assume. Bien sûr. Merci en tout cas de l'invitation. Mais non, ce fut un plaisir. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé, bien évidemment, de l'interview. Elle était un peu longue, mais moi, je n'ai pas vu le temps passer parce qu'il y avait beaucoup de sujets. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On n'a pas pu tout aborder en une interview. Mais dites-nous dans les commentaires quoi vous êtes d'accord, quoi vous êtes moins d'accord, et peut-être les sujets que vous souhaiterez aborder dans le cadre de la deuxième partie qu'on fera en direct. Peut-être qu'ils ne vont plus me voir non plus la prochaine fois. Non. Au contraire, on aime la discussion, on aime le débat, au contraire. Et je trouve que c'est une opportunité pour nous de discuter avec quelqu'un qui parle d'un sujet qu'il connaît et qui n'est pas dans la caricature. Et j'ai essayé d'être objectif, de ne pas porter le point de vue de l'un ou de l'autre. C'est comme si j'étais extérieur au truc et je regarde, voilà ce que je pense réellement. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis à Paris ici que je défends la France particulièrement ou que... Voilà. J'essaie d'être le plus objectif possible. Voilà. On verra ce que vous en pensez. On n'a même pas parlé de la francophonie. Non. Cette organisation qui ne sert pas à grand-chose. Du point de vue de certains, bien sûr. Mais oui, du point de vue d'autres, ça sert. Mais là-dessus, en un mot, pour la francophonie, il faut arriver à trouver très vite le lien qui va faire le lien entre toutes les populations qui ont moins de 30 ans des pays de la francophonie. Aujourd'hui, ça tient parce que c'est la langue et la gouvernance des pays, la démocratie. Et ça, c'est vrai pour les gens qui ont 60, 70. Pour un gars qui a 19 ans, qui est à Dakar ou à Yaoundé, il se lève le matin. C'est quoi son lien avec la francophonie? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est à nous de le redéfinir. Voilà. J'ai beaucoup d'idées là-dessus. Au moins 2 heures d'émission. Non, j'ai plein d'idées. Ça doit exister. Mais ça ne sera pas comme ça. Il faut parler à cette personne de 19 ans qui nous écoute là. Le gars, il va aller à ses intérêts. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on lui trouve du boulot? Est-ce qu'on trouve une formation? Voilà. Et après, dans quelle vie il veut être? Dans quel pays il a envie de vivre? Est-ce qu'il veut pouvoir s'exprimer librement? Est-ce qu'il veut un pays dans lequel on défend l'environnement? Les valeurs entre les gens, etc. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays, encore Chine ou... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est pas le cas. Merci beaucoup, les amis. Merci à vous. Merci encore. Philippe. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre émission avec un autre invité. Ciao, ciao.